profil venant de l'entreprise. Et j'avais pas prévu en fin d'année dernière de créer une école cette année. Donc ça a été un peu... j'ai été pris par surprise. Voilà, je suis impressionné par voilà, la qualité des autres projets. J'ai peur que mon propre projet que je porte avec 19 autres familles paraisse un peu simple à côté. Donc c'est un projet de maternelle, primaire et collège à proximité de Tours dans l'Indre-et-Loire. Projet qui a éclos en tout début d'année et j'ai envie de dire c'est un peu un projet bébé Covid. Voilà, le Covid a à la fois freiné beaucoup de projets d'école et puis finalement fait émerger d'autres écoles. Je crois que Madame mentionnait le fait qu'il y avait plus d'inscriptions liées au Covid. Et clairement, pour ce qui nous concerne, le Covid a été un multiplicateur de demandes. Pour une principale raison, c'est que le Covid a forcé les parents à s'occuper de ce qu'apprenaient leurs enfants à l'école. Voilà. Beaucoup de parents, finalement, étaient plutôt des consommateurs, historiquement, de l'école. Laisser faire en se disant bon c'est sûrement très bien ce qu'il y a à l'école, on est 100% consommateur. Puis est arrivé le Covid et avec le Covid les parents ont été obligés de faire travailler leurs enfants régulièrement, de regarder ce qui se passait, s'assurer que ça avançait quand même. Et il y a un certain nombre de parents qui se sont dit bon ce qu'ils apprennent c'est pas forcément emballant. J'avais imaginé que l'école c'était un peu autre chose. Voilà, autre chose dans la méthode, autre chose dans les objectifs. Et en fait, je rêve un peu d'une autre école. Et puis finalement, en lisant la presse, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde, il y a une grande étude en 2020, je crois que c'est l'étude Teams, sur le niveau des maths en France, où la France est brillamment juste après l'Albanie. Voilà, il y a les tests de fluence organisés tous les ans, je crois à peu près dans toutes les écoles, qui montrent la difficulté des élèves de primaire et de sixième à être capables de lire et de comprendre en même temps un texte. Et ça, c'est que sur les matières qu'on arrive facilement à mesurer. C'est-à-dire qu'on a du mal à mesurer après ce qu'apprennent réellement les enfants en histoire, en géographie, en musique, en art. Voilà, voilà. Et évidemment, quand on a du mal à lire et du mal à compter, c'est souvent révélateur de tout le reste. Hein. C'est la face émergée de l'iceberg. Et donc voilà, on a fini par en parler entre différents parents. On s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande pour une éducation alternative. Éducation alternative à la fois sur la méthode, sur les objectifs et aussi sur l'implication des parents. Et ça, il n'y a pas que le Covid, il y a aussi un effet RGPD. Hein, le RGPD a eu un effet étonnant dans les écoles, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des écoles publiques ou privées, il n'est plus autorisé d'avoir une liste de classe. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des enfants scolarisés dans une école X ou Y, vous ne savez plus qui sont les camarades de classe de vos enfants. RGPD, interdiction de communiquer le nom des voisins. Et donc, avec le Covid, RGPD plus Covid a donné une sorte de rupture du lien social autour de l'école, qui est pourtant normalement un lieu important de sociabilisation, à la fois pour les enfants et les parents. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer une autre façon de faire les choses dans un cadre associatif, dans lequel les familles soient complètement impliquées, où les familles participent à la vie de l'école, tout en laissant la partie enseignement pur à des professionnels de l'enseignement, mais en ayant une implication forte et une capacité à apporter des choses à l'école et à faire vivre l'école. Et c'est comme ça qu'est née l'association qui porte l'école aujourd'hui, autour à la fois d'une vision, d'une méthode classique. J'aime bien l'idée d'Anne de pouvoir ouvrir les catégories des écoles, puisque nous on a un peu envie de cocher dans toutes les catégories possibles. On trouve qu'il y a des très belles choses à apprendre dans différentes visions éducatives, à la fois des méthodes classiques qui soient faites de répétition,
à la fois autour de l'univers Montessori dans tout ce qui est manipulation, à la fois dans la relation à la nature où effectivement finalement nous aussi on a envie d'avoir une éducation à la permaculture avec des potagers dans l'école, à la fois avec une éducation importante à l'art et à la musique, et donc avec la capacité à mettre en relation les différentes matières avec la musique, avec l'art, pouvoir proposer dès le CM des cours d'esthétique qui puissent faire le lien entre la musique, l'histoire, l'architecture. Voilà, faire vivre la culture, pas de façon sèche, mais de façon réelle, concrète. Alors ça se traduit par beaucoup plus de musique que dans une école classique, la constitution d'une petite maîtrise d'école, la capacité aussi à apprendre le solfège assez tôt dans le cursus pour que les enfants puissent progresser et aient les éléments, le savoir qui va leur permettre de construire eux-mêmes leur propre accès à la culture. Alors ça passe par le solfège, ça passe par la lecture, ça passe par le calcul, ça passe par la capacité à comprendre la littérature, à faire de l'analyse logique. Ça passe par apprendre le passé antérieur, le passé simple, qui sont des notions qui ont quasiment disparu des programmes officiels. Voilà. Et avec une volonté de rentrer dans une éducation intégrale de la personne, sur un concept d'inspiration catholique qui permettent aux enfants de grandir à la fois humainement et intellectuellement. Voilà, que ce ne soit pas qu'une école pour apprendre des choses, mais aussi pour apprendre à vivre, apprendre à être. Voilà, que la cour de récréation soit aussi un lieu d'apprentissage, soit pas juste le moment où on se détend de l'effort intellectuel qu'on a fourni dans un cadre strictement scolaire. Tout ça s'appuie aussi sur des effectifs limités. Alors c'est pas des petits effectifs parce qu'on a des enjeux financiers d'équilibre. Donc on s'est fixé des objectifs d'une 20 élèves par classe. On va ouvrir à la rentrée avec un peu plus de 70 élèves. On a toujours quelques nouvelles inscriptions en cours d'études, donc je pense qu'on sera un peu plus de 80 autour de Noël. Et on a un objectif d'avoir une structure qui tourne autour de 300 élèves à horizon 4-5 ans. Parce qu'il y a une très forte demande, et encore une fois je pense que le Covid a été un révélateur important et un accélérateur important pour le type d'école indépendante. On se pense comme une école complémentaire de l'existant. On n'a pas la prétention d'être capable de répondre à tous les besoins éducatifs des familles. Hein. C'est surtout ce qu'on dit à toutes les familles qui viennent rejoindre notre projet. On a probablement une proposition éducative qui peut correspondre à 80 ou 90% des enfants, mais on n'est pas capable de répondre à 100%. Donc on n'a pas de velléité à scolariser ou à répondre, être un système pour tout le monde. Et les familles qui nous rejoignent mettent souvent certains enfants dans notre école et gardent un pied aussi ailleurs. Voilà. Nos familles participent beaucoup au fonctionnement de l'école. C'est un trait, comme je disais tout à l'heure, c'est un trait extrêmement important, puisque tout ce qui est fonction support de l'école est assuré par les familles. Donc que ce soit l'entretien, le ménage, le bricolage, la comptabilité, la levée de fonds, etc. C'est assuré par les familles, et donc les familles sont amenées à travailler ensemble. Voilà, donc c'est un enjeu lourd, puisque notre budget est structurellement en déficit de l'ordre de 30% au démarrage et 20% sur les années futures. Donc il y a un besoin de lever des fonds de façon systématique. Voilà. Plus il y a de gens autour de la table, plus c'est facile de lever des fonds. Mais ça demande quand même un petit effort, parce qu'il faut décrocher son téléphone. Voilà un petit peu notre projet c'est une tentative, je ne sais pas comment elle sera dans 2 ans ou dans 3 ans, mais qui vise à éduquer les enfants, et les enfants et les parents, parce qu'il y a un enjeu aussi éducatif vis-à-vis des parents qui vont s'impliquer de façon un peu originale dans l'éducation de leurs enfants. Je crois que c'est vous, madame, qui posez une question
tout à l'heure sur ce sujet-là, il est clair que les familles qui rejoignent notre projet sont des familles qui ont décidé de clairement s'impliquer énormément dans l'éducation de leurs enfants, puisqu'ils ne peuvent plus être consommateurs. Voilà. Ils ne peuvent plus être consommateurs, ils doivent être acteurs au sein de l'école, de l'éducation de leurs enfants. Et les enfants eux-mêmes ont à charge de prendre aussi une partie en charge. Alors ça peut être de façon, j'ai envie de dire, classique, par exemple l'entretien du potager, mais ça veut dire aussi, à partir d'un certain âge, être capable d'assurer l'entretien de l'école, c'est-à-dire que les enfants, ils sont mis à contribution pour assurer le nettoyage, le ménage, etc. C'est pas une société extérieure qui va assurer le ménage. Et on pense qu'il y a un enjeu aussi éducatif à impliquer les enfants, voilà, dans la vie de l'école, pour la faire fonctionner et que ce ne soit pas, voilà, l'éducation qui tombe tout cuit pendant les heures de cours. Voilà un petit peu notre projet. Voilà, on ouvre dans 15 jours avec finalement il y a une assez grande facilité de notre point de vue sur la partie rectorat. Voilà, on a eu assez peu d'ennuis avec le rectorat, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et par contre d'assez grosses difficultés en termes d'ouverture de RP et d'urbanisme, où là ça a été plus incertain jusqu'au bout, puisque voilà, les dernières autorisations sont de ces jours-ci, hein, donc il y a eu une incertitude un peu jusqu'au bout, mais qu'on a fini par lever, tout ça ayant été fait très rapidement, hein, puisque le bâtiment on l'a acheté début juillet. Voilà. Donc on a acheté notre bâtiment début juillet et on doit finir de signer nos derniers contrats de travail cette semaine. Voilà. Donc on démarre avec à peu près 25 salariés, alors pas tous à plein temps, mais il y a quand même 25 contrats de travail à signer. Et donc tout ça se fait un peu à la dernière minute. On nous avait dit que ça se passait bien, mais toujours à la dernière minute, et il faut reconnaître que c'est le cas. Voilà. C'est vrai que ça paraît toujours fou, les créations d'écoles, on se dit quand même c'est un peu fou, voire inconséquent de se retrouver à faire des choses aussi importantes au dernier moment. Mais je crois aussi que ça donne un état d'esprit dans les écoles qui est intéressant, qui est un état d'esprit d'initiative, d'entreprise. Et c'est très palpable pour les enfants, et c'est très bénéfique pour les enfants. Et je vais faire un propos très antifonctionnaire, mais ce qu'on peut souvent déplorer, au moins en France, dans les écoles publiques ou grosses écoles privées sous contrat, c'est ce côté avant tout technocratique. C'est un fonctionnement routinier, administratif, lourd, fonctionnalisé, et ça donne un état d'esprit. Cet état d'esprit, il a une connotation éducative. Ce qui est intéressant dans les créations d'écoles, surtout les premières années, parce qu'après la fonctionnalisation arrive, y compris dans leur contrat, mais dans les premières années, c'est qu'il y a cet esprit d'initiative, il y a cet esprit aussi d'implication des familles et d'aventure collective. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens recherchent aussi à retisser du lien à travers une complémentarité. Parce que dans une création d'école hors contrat, eh bien, la dame qui accepte ou le monsieur qui accepte de faire le bricolage, le nettoyage, de réparer les bouses qui sont déchirées, qui sait faire l'électricité, ou qui a de l'entre-gens, qui sait trouver des lots pour la kermesse, etc. Eh bien, chaque talent est valorisé, y compris dans des conditions d'origine sociale très variées. Et les gens sont bien contents qu'il y ait un parent d'élève maçon. Il est beaucoup plus qu'un consultant à côté du 12 millième consultant autour de la table. Parce qu'un consultant, c'est sympathique, mais ça ne sert pas beaucoup dans une école. Alors qu'un maçon, ben, c'est le roi de l'école. Donc c'est intéressant aussi, parce que ça rebat les cartes sociales, et ça crée du lien social, ça valorise les profils qui sont aujourd'hui pas valorisés, et qui devraient l'être. Et c'est vraiment une aventure qui, de ce point de vue-là, est très riche, et je crois qu'elle est très en phase avec la solitude accrue qu'on ressent tous au sortir de 2 ans de Covid, où finalement on s'est laissé désociabiliser les uns les autres. Alors, dans notre approche, pour rebondir là-dessus, on a décidé d'inscrire dans notre budget 30% d'élèves boursiers, de façon à pouvoir avoir effectivement toutes les catégories sociales représentées dans l'école, qu'on ne soit pas dans une école, une école que réservée à une certaine catégorie sociale. On s'est fixé 2 objectifs qui sont assez contraignants, c'est de ne pas être plus cher qu'une école privée sous contrat. Hein. Deuxième objectif, c'est d'avoir 30% d'élèves boursiers. Donc on ne sait pas faciliter la tâche, mais je crois que ça a beaucoup contribué à notre essor.
Et clairement, alors c'est des chiffres de province qu'on ne va pas retrouver à Paris, mais nous on a des scolarités du primaire qui sont à 1800 € par an. Et clairement, à 1800 € par an, il y a quand même au moins 30% de familles intéressées qui n'ont pas les moyens de payer 1800 € par an. Et donc c'est l'objectif. L'objectif c'est fixer ces 30% de boursiers, et ça correspond aux demandes qu'on a eues en fait pour le démarrage. Et l'autre point qui est aussi important dans notre organisation pour impliquer les parents, on a mis en place un système de sondage anonyme en fait, des parents pour avoir des remontées périodiques régulières tous les trimestres pour connaître les attentes des parents en fait, pour pouvoir faire évoluer notre propre modèle, désamorcer aussi les crises qu'il pourrait y avoir ou les insatisfactions qui ne sauraient pas forcément être dites. Voilà, et on attache beaucoup d'importance à faire évoluer notre concept voilà, avec le ressenti des parents, puisque dire que les sondages anonymes sur internet ont permis, voilà, ont permis une liberté d'expression qu'on ne peut pas trouver facilement ailleurs. Merci beaucoup.